Invité du Grand Direct ce soir, l'avocat président de l'association France-Israël, Gilles William Goldnadel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans le studio d'i24 News. C'est une semaine qui est évidemment importante quand on préside une association telle que France-Israël, parce qu'il y a la venue en Israël en fin de semaine du président français François Hollande. Vous avez entendu ce qu'a dit peut-être Benjamin Netanyahou sur notre antenne la semaine dernière, le Premier ministre israélien. Il a parlé de dérouler le tapis rouge pour François Hollande, qui est un grand ami d'Israël. C'est comme ça que vous voyez aussi cette visite? Écoutez, ça me paraît la moindre des choses. La France est un pays important. C'est un pays ami depuis toujours d'Israël, même s'il y a eu des hauts et des bas. Oui. Et François Hollande est un ami d'Israël. Donc je ne vois pas quelle autre couleur on pourrait donner au tapis qui va accueillir le président de la République française. Il y avait eu un petit malentendu au début sur un discours à la Knesset. Oui, qui finalement aura bien regrettable au demeurant. On aurait pu faire l'économie de cette polémique, puisqu'il n'y a pas quand même pénurie de polémique entre la France et Israël. Alors, on parlera du processus de paix dans un instant, mais tout d'abord, le dossier chaud, ça a été l'Iran et les négociations à Genève ce week-end. On a vu justement que la France a pris une position à l'encontre de la plupart d'ailleurs des autres pays occidentaux, qui étaient plutôt prêts à signer un accord dès ce week-end. Et les Français ont dit non. Cet accord ne nous paraît pas suffisant, ce qui va évidemment dans la position et dans le sens de la position israélienne. Est-ce que ça vous a surpris, ce qu'a fait Laurent Fabius? Écoutez, au niveau des apparences, on pourrait être surpris que la France et Israël soient aussi emblématiquement dans le même camp et un peu seuls. Mais ce ne sont que des apparences et elles sont trompeuses. D'abord, je suis loin d'être persuadé que tous les pays européens ne demandaient qu'à ratifier le parchemin qui était déjà prêt. Je ne crois pas. Je crois que c'est la France qui a pris une position en flèche. Par ailleurs, je crois que ce serait faire une erreur d'analyse complète de penser que c'était pour voler au secours du seul Israël. Il ne faut pas faire de l'israélocentrisme, et encore moins lorsqu'on veut analyser hors d'Israël l'état des choses. Il se trouve que Israël est la pointe avancée. Israël a été menacé à plusieurs reprises de destruction par les dirigeants iraniens, mais pour autant, je pense que lorsque Laurent Fabius affiche une telle fermeté, il le fait non seulement pour Israël, mais encore et peut-être plus encore pour les pays arabes sunnites et également pour les pays européens qui pourraient être menacés demain ou après-demain par une bombe atomique de l'Iran islamiste. Voilà la réalité. Et d'autre part, je crois qu'il faut comprendre la triste réalité d'aujourd'hui, c'est que la France, une nouvelle fois, est contrainte d'une certaine manière de faire le boulot des Américains, compte tenu de la démission totale de l'actuel président américain. J'ai été, je pense, l'un des seuls, en tous les cas en France et dans les médias français, à soutenir à ce point, et je n'en ai pas toujours eu l'habitude, la politique française et la politique menée par le président Hollande à l'égard de la Syrie. Mais si aujourd'hui, nous sommes dans une phase de désarmement de la Syrie au niveau des armes chimiques, il ne faut pas oublier, c'est parce que la France, une fois encore, a rappelé aux États-Unis, qui étaient complètement démissionnaires, Obama allait passer devant le Congrès et être mis en minorité. Et c'est grâce à la pugnacité française, même si ça n'a pas été facile, parce que souvenez-vous comment la France a été mise dans le vent, et bien qu'aujourd'hui, on arrive au désarmement. Et d'une certaine manière, rebelote, puisque à nouveau, les Américains, pour des raisons qui heurtent l'entendement, à commencer par le mien, étaient prêts effectivement à accepter symboliquement non pas d'augmenter les sanctions comme le demande notamment Benjamin Netanyahou, mais les diminuer, ce qui aurait été le plus mauvais signal par rapport à certains pays et à certaines entreprises qui nous demandent, avec pas mal de cynisme, mais ce sont des entreprises, à reprendre de bonnes affaires avec les Iraniens. Donc, très mauvais signal, alors qu'en face, il n'y avait pas le commencement de la moitié d'une véritable négociation, enfin d'une véritable concession, puisque
comme beaucoup d'observateurs l'ont fait remarquer, il n'était pas question de fermer une seule centrifugeuse ou de renoncer à enrichir l'uranium. Donc, la France, et je ne suis pas sûr que, contrairement à ce qu'on a dit, Laurent Fabius, vous avez vu, parce qu'on pourra parler quand même des réactions en France. On a dit Laurent Fabius a voulu faire le beau. Oui, certains diplomates se sont étonnés que la France, tout d'un coup, revienne au premier plan. Quand monsieur Dominique Galouzeau de Villepin a prononcé lui seul le fameux discours à l'ONU, et je ne pense pas qu'il ait envié, que Laurent Fabius ait beaucoup à lui envier sur le terrain de l'ego. On a fait des hauts et des bas. Donc le fait que Laurent Fabius puisse effectivement parler malheureusement un peu seul ne doit certainement pas être mis au débit de cette initiative. Parce que quel est l'enjeu quand même? L'enjeu, et c'est pour ça que c'est très étrange. Non pas les réactions finalement du monde politique, parce que vous avez vu que, y compris l'opposition de droite, a été économe de ces réactions. Mais au sein de l'opinion publique, lorsque vous allez voir les réactions, les commentaires sous les journaux, vous avez vu ce déchaînement? Vous avez vu ce déchaînement? Pourtant, je ne sache pas que l'État iranien soit un modèle de démocratie à protéger. Et également, on ne peut pas reprocher, et pour cause, à la France d'être le petit toutou des États-Unis dans cette affaire. Également, la paix du monde n'est pas en jeu, et au contraire, c'est pour désarmer un pays dangereux. Eh bien, malgré tout, vous avez cette cohorte d'excités qui, parce que évidemment, quelque part, Israël est satisfait, qui ne peuvent pas accepter de se satisfaire de voir Israël satisfait. Vous avez l'impression qu'en France, il y a toujours ce climat qui est entretenu un petit peu contre Israël? Il y a en France, je ne parle pas de l'opinion publique dans son ensemble, qui certes a été intoxiquée au poison de l'antisionisme ou du nouvel antisémitisme radical, au point, c'est vrai, de beaucoup troubler l'opinion publique. Mais malgré tout, Israël a encore beaucoup d'amis au sein de l'opinion publique, mais il existe un noyau dur d'internautes radicaux, excités, qui exècrent tellement l'État juif que dès l'instant où il y a une bonne nouvelle, même si ça n'est pas directement l'État juif que l'on veut en l'occurrence protéger, encore moins flatter, eh bien c'est trop pour eux encore. Et ce milieu-là, qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, ne laisse pas de m'inquiéter. Alors, il y aura quand même un accord qui sera vraisemblablement finalisé lors de la prochaine réunion. C'est ce qu'ont laissé entendre même les Français aujourd'hui, Laurent Fabius, encore dans ces dernières heures. Vous pensez que ce sera un accord qui inquiétera Israël encore ? Non, je pense que je suis assez optimiste. Moi, je ne recherche pas l'absence d'accord, mais je crois que cette fois-ci, les lignes rouges, puisqu'il faut parler ainsi dans ce domaine, les lignes rouges qui est l'arrêt de la centrifugeuse d'Arak et au moins un point d'arrêt aussi sur l'enrichissement de l'uranium, plus encore une fois la filière du plutonium par rapport à l'eau lourde, je viens de le dire. Je crois qu'il n'y aura pas d'accord si de ce point de vue-là, les Iraniens ne calent pas. Et n'oubliez pas non plus que si on a décidé de mettre un soi-disant président modéré à ce moment-là, c'est parce que les sanctions sont devenues intolérables pour les Iraniens. Et en dépit de la politique qui a failli marcher, cette politique de séduction qui coûte pas cher mais qui a failli rapporter gros, eh bien la France, et c'est son honneur, a su rappeler quand même quel était le minimum pour ne pas que l'Iran puisse gagner du temps et atteindre impunément
le point de non-retour. Alors il y aura également un autre dossier important dans la visite de François Hollande la semaine prochaine, c'est qu'il va évidemment évoquer les négociations en cours avec les Palestiniens et les Israéliens. On sent bien que là c'est particulièrement bloqué. Et là la France doit forcément, puisque François Hollande ira également à Ramallah, doit ménager un petit peu les deux parties. Vous trouvez que la position française sur ce dossier, elle est quoi pour l'instant? Elle est plutôt en retrait par rapport à ce qu'elle devrait être? Écoutez, je vais vous dire très franchement les choses. Je suis agréablement surpris de m'être trompé. J'avais pensé que la politique de François Hollande, s'il était élu, serait plus mauvaise que la politique de Nicolas Sarkozy, sur laquelle on pourrait donner si j'ose dire, hein, qui suis-je pour cela, mais des bons et des mauvais points. Et j'avais pensé que l'entourage du président de la République, autrement dit son gouvernement hétéroclite, composé de grands ennemis d'Israël, vraiment des ennemis, le Parti communiste français, les Verts, une partie de l'extrême gauche, de le Front de gauche, plus la gauche du Parti socialiste, plus encore une fois une clientèle particulière aussi des socialistes, ferait qu'on irait dans le sens de l'aggravation, et non. C'est la continuité avec ce qu'il convient de voir de manière positive, à savoir le maintien de bonnes relations bilatérales, même si on fait faire plutôt le sale boulot par l'Europe. Je pense par exemple évidemment à certaines prises de décision de la communauté européenne. Le fait que la France n'essaye pas, comme avant du temps de Chirac, d'être hostile pour être hostile avec Israël, et puis le côté qui est effectivement assez exaspérant, et je l'avais dit aussi au président Sarkozy, c'est le fait, encore une fois, de ne pas défendre aujourd'hui les fondamentaux. Parce que moi, le point que j'ai... toute la politique vis-à-vis des Palestiniens, c'est la continuité de la politique du Quai d'Orsay. Donc on pourra faire tout ce qu'on veut. La France a très largement épousé le récitatif palestinien sur les réfugiés, sur qui est la victime, sur le problème des territoires soi-disant occupés, alors que c'est rien, c'est beaucoup plus compliqué sur le plan juridique, même si je ne nie pas le problème. Il y a un point central, vraiment central, et sur lequel j'attends le président Hollande, et je sais qu'il a l'intelligence de le comprendre, c'est qu'il faut absolument, parce que c'est le nœud du problème, je ne cesse de le répéter, ce n'est pas les implantations, qu'ici on appelle les colonies. Le nœud du problème, c'est la reconnaissance par la partie arabe de Palestine d'Israël en tant qu'État du peuple juif. On ne demande pas la lune, on demande simplement ce qu'a dit l'ONU en 1947. Un État pour les Juifs, un État pour les Arabes. Et ça, c'est le test suprême pour les Arabes de Palestine. Et jusqu'à maintenant, avec une belle constance, avec une cohérence intellectuelle et politique indéniable, ils n'ont toujours pas sauté cela. Et tant qu'ils ne le feront pas, moi le premier, je serai opposé à des concessions déchirantes. C'est-à-dire qu'il y a aussi en Israël, au sein même de la coalition de Benjamin Netanyahou, une partie de sa majorité qui dit pas question de vous reconnaître un État palestinien, mieux vaut rester comme on est actuellement. Moi j'apprécie hautement la position médiane du Premier ministre israélien, d'une part dans son discours de Bar-Ilan, où il s'est fait à l'idée du partage avec un État pour les Arabes de Palestine, et d'autre part son exigence que les Arabes de Palestine reconnaissent Israël qualité d'État du peuple juif. Et je n'apprécie pas ceux qui, à la droite du gouvernement, refusent d'entériner cette décision de Bar-Ilan, ni ceux qui, à la gauche du gouvernement, notamment Yesh Atid, qui m'a beaucoup déçu sur ce point, le fait que justement, le fait que son leader n'ait pas compris combien il est indispensable d'imposer dans la négociation à la partie arabe la reconnaissance du fait national juif. Un dernier mot, il nous reste très peu de temps, mais puisque cette visite, donc évidemment, met en lumière les relations très bonnes entre la France et Israël, on dit, quand on regarde les chiffres, notamment de l'agence juive, qu'il y a de plus en plus de juifs qui quittent la France pour venir s'installer en Israël. Est-ce que c'est un phénomène que vous observez depuis la France et qui vous semble normal, ou qui témoigne de quelque chose, d'un mal-être peut-être des Juifs en France? Non, mais je crois que c'est un cumul de plusieurs facteurs.
La première, c'est que les jeunes quittent la France. Ils quittent la France pour des raisons économiques, pour des raisons sociétales. Et à l'intérieur de cette jeunesse-là, vous avez la jeunesse juive qui, en plus, se sent de plus en plus mal en France, y compris pour des raisons sécuritaires. Le phénomène n'est pas nouveau. Toulouse n'est pas loin. Ça semble s'accélérer en tout cas ces derniers mois. Oui, Ouais. je sais, je le constate. Mais de toute manière, c'est souvent comme ça, les alliotes. Hein. Il est rare qu'on immigre uniquement par l'attrait positif qu'inspire Israël. On quitte souvent les pays parce qu'on se sent rejeté. Merci beaucoup Gilles William Goldnadel, donc avocat et président de l'association France-Israël. Vous étiez ce soir l'invité du Grand Direct sur les 24 News. Merci à vous, bonne soirée.